Le vent de la ferme soufflait chaud lorsqu'Helena, âgée de 19 ans, traversait l'enclos en tenant un seau de nourriture. Elle était jeune, travailleuse, élevée là depuis l'enfance comme la fille des gardiens. Malgré son humilité, tous reconnaissaient sa force et sa bonté. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que ce jour-là sa vie changerait pour toujours. La porte de la véranda de la grande maison s'ouvrit, et le propriétaire, Arthur, 40 ans, apparut avec un regard fatigué et une expression mêlant fermeté et souffrance. Depuis que des rumeurs sur sa santé circulaient, toute la propriété murmurait en secret. Il demanda à Helena de s'approcher. Le cœur battant, elle monta les marches en bois, sentant le poids du silence. Arthur révéla alors la vérité. Il ne lui restait qu'un an à vivre. Le diagnostic était définitif. Helena resta sans réaction, ne sachant pas si elle devait offrir des mots de réconfort ou un simple silence. Mais Arthur semblait déjà avoir pris une décision bien plus grande. Il inspira profondément, fixa la jeune femme et dit qu'il avait besoin d'elle pour résoudre la dernière et la plus importante question de sa vie. Sa demande, toutefois, serait capable de briser toute logique, tout plan, tout destin. Et Helena ne se doutait pas encore de la tempête émotionnelle qui s'apprêtait à se former. Helena serra les mains, nerveuse, tandis qu'Arthur posait une chemise sur la table. À l'intérieur, des documents, des testaments et des certificats. Il expliqua que sa fortune était immense, mais que sa famille était guidée par la cupidité. S'il mourait sans héritier, ses proches se battraient en justice et détruiraient sa ferme, sa mémoire et tout ce qu'il avait construit. Ce fut à ce moment-là que, d'une voix grave et ferme, Arthur prononça les mots qui firent blanchir le visage d'Helena. « Épouse-moi. Donne-moi un héritier. Et tout cela sera à toi. » Elle resta paralysée, croyant avoir mal compris. Il répéta, avec la même sérénité. Helena sentit un froid lui traverser l'échine. Elle n'avait que 19 ans, n'avait jamais pensé au mariage, encore moins à devenir mère. Et maintenant elle se retrouvait face à un homme de 40 ans qu'elle avait toujours respecté comme son patron. La sensation était celle d'être coincée entre la peur, la curiosité et le choc. Arthur assura qu'elle n'était obligée à rien. Ce serait un accord dans lequel Helena aurait plein pouvoir sur les terres, l'argent et la maison lorsqu'il partirait. Et elle bénéficierait immédiatement de protection contre toute hostilité de sa famille. Elle demanda du temps pour réfléchir, mais Arthur avertit, son temps à lui était compté. Helena quitta la grande maison la tête tournante, sans savoir que sa réponse changerait non seulement son propre avenir, mais aussi celui d'Arthur. Cette nuit-là, Helena ne parvint presque pas à dormir. Les paroles d'Arthur résonnaient comme un tonnerre dans son esprit. Elle pensait à sa mère, disparue trop tôt, et à son père, qui avait consacré sa vie au travail ardu de la ferme. La proposition était tentante, non seulement pour l'argent, mais aussi pour la stabilité, pour la possibilité de protéger son père, pour avoir un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais il y avait aussi le poids moral, la responsabilité, la différence d'âge, et cette étrange impression qu'Arthur ne disait pas tout. Au matin, son père remarqua son silence et insista pour qu'elle lui raconte ce qui la tourmentait. Helena inspira profondément et révéla la vérité. L'homme resta stupéfait, mais au lieu de colère, il manifesta une inquiétude sincère. Il lui dit que la décision lui appartenait et qu'elle ne devait rien accepter par pitié ou par obligation. Ces mots touchèrent profondément le cœur de la jeune femme. Au fond, elle n'avait pas peur d'Arthur. Il avait toujours été juste, n'avait jamais élevé la voix contre qui que ce soit, et malgré son aspect sévère, il portait dans les yeux une tristesse ancienne. Lorsque le soleil commença à se coucher, Helena n'avait toujours pas de réponse. Mais quelque chose en elle murmurait que ce destin avait été placé sur sa route pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore. En fin d'après-midi, Helena marcha jusqu'à la grande maison. Chaque pas semblait peser des tonnes. Arthur était assis sur la véranda, regardant l'horizon comme un homme attendant le dernier train de sa vie. Elle resta silencieuse quelques secondes, rassemblant son courage. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix tremblait « J'accepte ». Arthur ferma les yeux un instant, comme quelqu'un qui reçoit un profond soulagement. Il lui demanda de s'asseoir et expliqua comment tout se déroulerait. Le mariage serait discret, sans fête et sans la présence de sa famille. Les avocats s'occuperaient des documents, et tout serait légalement enregistré, garantissant la sécurité d'Helena et de l'héritier à venir. En entendant cela, le cœur de la jeune femme s'accéléra. C'était réel. Un mariage. Une vie à deux. La maternité. Des choses qu'elle n'avait jamais imaginé vivre si tôt. Arthur la remercia avec sincérité, mais elle remarqua autre chose dans son regard. Quelque chose entre la gratitude et la mélancolie. Comme s'il offrait bien plus que des biens matériels. Peut-être offrait-il sa dernière chance de rédemption. Le pacte était conclu, et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière. 2 jours plus tard,
Helena entra au bureau d'état civil avec la robe simple qu'elle avait elle-même cousue à la hâte. Arthur portait des vêtements sobres et, même malade, conservait son allure imposante. Le mariage fut rapide, sans témoins autres que les avocats. En signant le document, Helena sentit la réalité la frapper de plein fouet. Elle était maintenant l'épouse d'Arthur, une jeune femme de 19 ans mariée à un homme de 21 ans son aîné, avec seulement une année de vie devant lui. Après la cérémonie, ils retournèrent à la ferme. Il n'y eut ni baiser, ni fête, seulement un dîner simple qu'elle prépara elle-même. Mais dans le silence de cette nuit, Helena se rendit compte que, malgré la nature de leur accord, Arthur la traitait avec un respect absolu. Il ne s'approcha jamais plus que nécessaire, ne la toucha pas sans sa permission et précisa que tout se ferait à son rythme. C'était étrange comme cette délicatesse créait une sensation de sécurité inattendue. Pourtant, Helena ne comprenait toujours pas pourquoi un homme aussi réservé l'avait choisie, elle, pour porter son héritage. Au fil des semaines, quelque chose d'inattendu commença à se produire. Arthur et Helena se mirent à parler davantage pendant les repas, et peu à peu, elle découvrit des facettes de lui qu'elle n'aurait jamais imaginées. Derrière son attitude rigide se trouvait un homme sensible, porteur de blessures profondes du passé. Il avait perdu une épouse très jeune, et depuis, il s'était complètement fermé à l'amour. Il avait vécu uniquement pour le travail et pour protéger la ferme, repoussant toute chance de recommencer sa vie. Peut-être était-ce pour cela qu'il avait tant de hâte à confier tout ce qu'il possédait à de bonnes mains. Helena l'écoutait avec attention, et chaque confidence les rapprochait d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avait prévue. Un jour, Arthur avoua quelque chose qui fit trembler le cœur de la jeune femme. Il avait peur de mourir seul. Ces mots furent comme un éclair qui brisa la distance entre eux. Pour la première fois, Helena prit sa main spontanément. Et cette nuit-là, pour la première fois, ils sentirent que leur mariage pouvait devenir quelque chose de bien différent de l'accord initial. Le temps passa et la cohabitation transforma leur relation. Helena commença à ressentir quelque chose pour Arthur qu'elle ne parvenait pas à définir. Lui, de son côté, semblait revivre grâce à sa présence. C'est par une nuit de pluie que tout changea. L'électricité se coupa, et la grande maison resta plongée dans le silence. Arthur appela Helena près de la cheminée, où ils parlèrent pendant des heures de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs souvenirs. Dans un moment de vulnérabilité, il caressa le visage d'Helena avec douceur, et elle ne recula pas. Le baiser arriva sans précipitation, sans promesse, comme le simple reflet du lien qui grandissait jour après jour entre eux. À partir de cet instant, leur mariage cessa d'être un accord. Il devint une véritable union, marquée par l'affection et le partage. Il n'y avait plus de doute, ils avaient franchi une frontière émotionnelle irréversible. Et cela allait transformer le destin des deux pour toujours. Quelques semaines plus tard, Helena commença à ressentir des étourdissements et des nausées. Au début, elle pensa qu'il s'agissait de fatigue, mais quelque chose en elle disait que cela pouvait être plus que ça. Avec appréhension, elle décida d'aller en ville faire un examen. Lorsque l'enveloppe contenant le résultat lui fut remise, ses mains tremblèrent. Elle était enceinte. L'héritier qu'Arthur désirait tant était en route. De retour à la ferme, elle trouva son mari assis sur la véranda. Elle s'approcha doucement, s'assit à côté de lui et posa le résultat sur la table. Arthur regarda le papier, puis Helena, et ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Pendant un instant, il sembla oublier la maladie, le temps qui lui était compté, tout. Il prit simplement le visage d'Helena entre ses mains et la serra dans ses bras avec force. La nouvelle se répandit dans la ferme comme une traînée de poudre, et avec elle vint la fureur de la famille d'Arthur, qui refusait de perdre l'héritage. Ce fut alors que commencèrent les conflits qui mettraient en danger la vie et la paix d'Helena. La confirmation de la grossesse plongea la famille d'Arthur dans le désespoir. Son frère aîné, Gustavo, se rendit à la ferme pour exiger des explications, insinuant qu'Helena manipulait Arthur pour profiter de la situation. Les cris pouvaient être entendus depuis l'extérieur de la grande maison. Arthur, cependant, affronta son frère avec une fermeté qui surprit même Helena. Déterminé, il déclara que tout était légitime, que son épouse était enceinte et que toute tentative d'ingérence serait traitée comme un crime. Mais Gustavo n'avait aucune intention d'abandonner. Il commença à envoyer des avocats, à faire pression sur les employés et même à diffamer Helena en ville. La tension augmentait jour après jour. Helena craignait pour la sécurité du bébé, mais Arthur lui promettait de la protéger de toutes ses forces. La maladie progressait, mais il restait solide, comme si la vie lui avait enfin trouvé un dernier objectif, assurer la survie d'Helena et de son enfant. La guerre pour l'héritage ne faisait que commencer. Quelques mois plus tard, l'état de santé d'Arthur s'aggrava brutalement. Il ne parvenait plus à marcher sans aide et passait la plupart du temps dans la chambre, où Helena s'occupait de lui avec une dévotion absolue. Son ventre était maintenant rond,
et le bébé donnait des coups forts, comme s'il voulait rappeler à son père qu'il restait encore de l'espoir. Par une nuit silencieuse, Arthur demanda à Helena de s'asseoir près de lui. D'une voix faible, il lui dit que cette année passée à ses côtés avait été la meilleure de sa vie. Il lui révéla alors un secret qu'il gardait depuis longtemps. Il ne l'avait pas choisie par hasard. Depuis son enfance, il voyait en elle de la pureté, du courage et de l'honnêteté, des qualités que sa propre famille n'avait jamais eues. Il croyait qu'elle serait la seule capable de protéger l'héritage de la ferme. Helena pleura en tenant sa main. Arthur sourit une dernière fois, posa sa main sur son ventre et murmura « Prenez soin l'un de l'autre ». À l'aube, il s'éteignit. Lorsque le soleil illumina la véranda, Helena savait qu'elle portait désormais deux destins sur ses épaules, le sien et celui de l'enfant. Mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule. L'histoire ne faisait que commencer. La mort d'Arthur plongea la ferme dans un silence oppressant. Chaque matin, Helena se réveillait avec l'impression qu'un morceau d'elle-même manquait. La chambre conservait son parfum, et chaque coin de la grande maison portait l'écho de l'homme qui avait bouleversé son destin. Enceinte de 8 mois, elle se forçait à rester forte. Elle marchait lentement sur la véranda, caressant son ventre, tentant de trouver un équilibre émotionnel pour le bébé. Mais la paix ne dura pas. Le lendemain de l'enterrement, la camionnette noire de Gustavo s'arrêta devant le portail. Il en descendit avec 2 avocats et un regard féroce. Il exigea de voir le testament original, accusa Helena de manipulation et affirma qu'il contesterait tout devant la justice. Helena tenta de rester calme, se rappelant des paroles d'Arthur. Il avait déjà prévu cette guerre. Les avocats de la famille avaient enregistré chaque document avec clarté, et légalement, elle était l'épouse légitime et la future mère de l'héritier. Mais Gustavo ne s'intéressait pas aux lois, il s'intéressait au pouvoir. Il promit de tout lui prendre, même s'il devait recourir à des moyens malhonnêtes. En se retournant pour partir, il lança un dernier avertissement « Tu es seule maintenant ». Mais Helena ne l'était pas. Cette même nuit, elle reçut une visite inattendue. José, ancien administrateur de la ferme et ami fidèle d'Arthur, se présenta pour lui offrir son soutien. Il promit de rester à ses côtés aussi longtemps qu'il le pourrait, et cela ralluma en Helena une étincelle de force, comme si Arthur continuait de la protéger. 2 jours plus tard, les avocats d'Arthur convoquèrent Helena pour une réunion urgente dans le bureau de la ferme. Dans l'enveloppe se trouvait un document qu'Arthur avait laissé à part, destiné à être remis uniquement après sa mort. Tremblante, Helena ouvrit l'enveloppe et trouva une lettre écrite de la main de son mari. D'une écriture ferme, il expliquait qu'il avait rédigé un second testament, complémentaire, lui donnant un contrôle absolu sur toutes les décisions de la ferme, même si l'enfant naissait après sa disparition. Il savait que Gustavo tenterait de la renverser et, pour cette raison, il avait préparé chaque détail afin d'éviter toute faille juridique. À la fin de la lecture, Helena pleura silencieusement. C'était comme si Arthur se trouvait à ses côtés, la guidant de loin. José, témoin de la scène, commenta qu'Arthur avait toujours pensé plusieurs coups d'avance, surtout lorsqu'il s'agissait de protéger ceux qu'il aimait. Le mot résonna comme un choc dans le cœur d'Helena. Aimait. Avait-il réellement éprouvé pour elle quelque chose de plus que cet accord? Elle n'en aurait jamais la réponse complète, mais au fond d'elle, elle savait que oui. La lettre portait plus que des instructions. Elle portait de l'affection, de la prévoyance et un adieu silencieux. La force de ce geste fit comprendre à Helena qu'elle ne pouvait pas abandonner. La ferme, l'héritage, le bébé, tout cela faisait désormais partie d'elle. Le 9e mois arriva comme un tourbillon. Les douleurs commencèrent au milieu de la nuit, fortes et irrégulières. Helena était seule dans la grande maison lorsqu'elle sentit la contraction la plus intense. Effrayée, elle appela José, qui se précipita pour l'emmener à l'hôpital de la ville. La pluie tombait violemment, la route était glissante, mais José maintenait ses mains fermes sur le volant tandis qu'Helena tentait de contrôler sa respiration. À leur arrivée à l'hôpital, elle fut conduite immédiatement en salle d'accouchement. Les contractions se succédaient rapidement, et chacune d'elles ramenait à son esprit le souvenir d'Arthur, comme si elle offrait au monde le dernier cadeau de cet homme. Après de longues heures, elle entendit le cri qui transforma tout autour d'elle. Son fils était né. Un garçon fort, en bonne santé, aux yeux sombres comme ceux de son père. Les infirmières posèrent le bébé dans ses bras, et Helena ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti, une plénitude absolue. « Arthur », murmura-t-elle, donnant au bébé le nom de l'homme qui avait bouleversé sa vie. Le petit serra son doigt avec force, comme s'il comprenait déjà tout ce qui était en jeu. Mais même à l'hôpital, l'ombre de Gustavo se rapprochait. Dès qu'il apprit la naissance, il envoya un officier de justice avec une nouvelle convocation. La guerre pour l'héritage était sur le point de s'intensifier de manière brutale. 2 semaines après la naissance, Helena dut se présenter à la première audience. Encore fatiguée, portant son fils dans les bras,
elle s'assit devant le juge tandis que Gustavo présentait des accusations absurdes. Fraude, manipulation psychologique, intérêt financier. Son discours était venimeux, mais parfaitement répété. Il dépeignait Elena comme une jeune femme ambitieuse qui aurait séduit un homme mourant pour s'emparer de sa fortune. Cependant, lorsque les avocats d'Arthur présentèrent les preuves, vidéos enregistrées, contrats signés, certificats médicaux et la lettre qu'il avait laissée, le discours de Gustavo commença à s'effondrer. Malgré cela, il n'abandonna pas. Il demanda des tests ADN, des investigations supplémentaires et tenta même d'annuler le mariage en alléguant une inégalité émotionnelle. Le juge, constatant l'hostilité, repoussa la décision finale. Elena sortit de la salle épuisée, mais déterminée. Elle ne laisserait personne salir la mémoire d'Arthur ni menacer l'avenir de son fils. À son retour à la ferme, elle trouva José et plusieurs anciens employés qui étaient revenus uniquement pour la soutenir. Pour la première fois depuis la mort d'Arthur, elle sentit qu'elle ne luttait plus seule. La tension augmenta lorsqu'un matin, Elena trouva la barrière de la ferme ouverte et plusieurs têtes de bétail en liberté, paissant près de la route. C'était un énorme risque, pour les animaux, pour les voitures et pour la ferme elle-même. José conclut immédiatement, ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait libéré le bétail volontairement. Et les attaques ne tardèrent pas à se multiplier. Sabotage des tracteurs, clôtures coupées, comptes frauduleux ouverts au nom de la ferme. Tout semblait fait pour tenter de la détruire psychologiquement et financièrement. Elena commença à avoir peur de dormir seule dans la grande maison. Cependant, lorsque les avocats d'Arthur présentèrent les preuves, vidéos enregistrées, contrats signés, certificats médicaux et la lettre qu'il avait laissée, le discours de Gustavo commença à s'effondrer. Malgré cela, il n'abandonna pas. Il demanda des tests ADN, des investigations supplémentaires et tenta même d'annuler le mariage en alléguant une inégalité émotionnelle. Le juge, constatant l'hostilité, repoussa la décision finale. Elena sortit de la salle épuisée, mais déterminée. Elle ne laisserait personne salir la mémoire d'Arthur ni menacer l'avenir de son fils. À son retour à la ferme, elle trouva José et plusieurs anciens employés qui étaient revenus uniquement pour la soutenir. Pour la première fois depuis la mort d'Arthur, elle sentit qu'elle ne luttait plus seule. La tension augmenta lorsqu'un matin, Elena trouva la barrière de la ferme ouverte et plusieurs têtes de bétail en liberté, paissant près de la route. C'était un énorme risque, pour les animaux, pour les voitures et pour la ferme elle-même. José conclut immédiatement, ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait libéré le bétail volontairement. Et les attaques ne tardèrent pas à se multiplier. Sabotage des tracteurs, clôtures coupées, comptes frauduleux ouverts au nom de la ferme. Tout semblait fait pour tenter de la détruire psychologiquement et financièrement. Elena commença à avoir peur de dormir seule dans la grande maison. Sa respiration était courte, et elle tentait de ne pas faire le moindre bruit alors que le bébé dormait contre elle. Après de longues minutes de terreur, des sirènes retentirent au loin. CIO avait reçu une dénonciation anonyme et avait décidé de venir vérifier la ferme. En constatant l'invasion, il appela des renforts. Les hommes s'enfuirent par la forêt, mais l'un d'eux laissa tomber son masque, et plus tard, CIO confirma ce que tous redoutaient, c'étaient des hommes de main de Gustavo. Très bouleversée, Elena comprit que la situation avait dépassé toute limite. Il ne cherchait plus seulement l'héritage, il voulait la détruire. Grâce à l'attaque, CIO obtint un mandat pour enquêter sur les propriétés de Gustavo. L'opération trouva des documents, des contrats et même des enregistrements prouvant son intention de frauder le processus successoral. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans la ville. Du jour au lendemain, celui que beaucoup considéraient comme l'héritier légitime devint un criminel aux yeux de tous. À l'audience suivante, le juge fut catégorique. Elena était la seule administratrice légale et légitime de la ferme, et toute tentative de lui usurper cette position serait traitée comme un crime. Gustavo perdit tout, même la confiance de ses propres avocats. Cependant, malgré sa défaite devant la justice, il n'avait pas renoncé. Avant de quitter la salle, il s'approcha d'Elena et lui dit, avec un sourire glacial, « La justice des hommes est lente. Mais celle de la vie ne l'est pas », cette menace resta gravée dans l'esprit d'Elena. Mais rien ne pouvait lui enlever le soulagement de voir enfin la loi se placer de son côté. La ferme était désormais, réellement, sous sa protection. Avec le procès terminé et la ferme officiellement à son nom et à celui de son fils, Elena entama une nouvelle phase de sa vie. Aux côtés de José et d'anciens employés, elle réorganisa les comptes, récupéra le bétail, répara les clôtures et redonna vie à l'endroit qu'Arthur avait tant aimé. Le bébé grandissait fort et souriant, et chacun de ses sourires semblait illuminer toute la maison. CIO continuait à leur rendre visite, désormais comme ami de la famille. Il était devenu une présence constante, quelqu'un de confiance, qui contribuait à assurer la sécurité de la propriété. Elena, peu à peu,
sentit qu'elle retrouvait sa force. La douleur du deuil persistait, mais la présence de son enfant comblait le vide d'espoir. Chaque soir, elle lui parlait d'Arthur, lui racontant des histoires sur son père, pour que sa mémoire demeure vivante dans ce amour éternel. Malgré la paix qui commençait à s'installer, Helena savait que chaque nouveau pas devait être fait avec prudence. Et pourtant, une nouvelle vie se dessinait devant eux. 2 années s'étaient écoulées. Le petit Arthur courait déjà sur la véranda où son père observait autrefois les champs. La ferme prospérait, plus forte qu'auparavant. Helena était devenue une administratrice respectée, reconnue pour son courage et sa résilience. Seayo restait présent, toujours à ses côtés, mais sans jamais franchir de limite. Le lien qu'ils avaient construit était solide, presque inévitable, mais il savait qu'Helena gardait encore en elle un espace sacré de mémoire. Un jour, alors qu'elle observait son fils jouer entre les manguiers, Helena réalisa quelque chose qui la fit sourire. Elle n'était plus la jeune femme effrayée qui était entrée dans la maison principale des années auparavant. Elle était désormais la gardienne d'un héritage, la mère d'un héritier, la femme qui avait affronté l'impossible et en était sortie victorieuse. Avant le coucher du soleil, elle se rendit au tombeau d'Arthur, situé en haut de la colline, tenant son fils par la main. Elle resta silencieuse quelques instants et le remercia. Non pas pour la richesse qu'il avait laissée, mais pour le sens qu'il avait donné à sa vie. Et là, sentant la brise douce qui traversait la ferme, Helena comprit que leur histoire n'était pas terminée. Elle s'était simplement transformée.